Le royaume invisible. Tout savoir sur les fourmis. Le soleil venait à peine de percer la canopée de la forêt tropicale lorsqu'Harry, un jeune entomologiste passionné, posa délicatement son carnet de notes sur une souche recouverte de mousse. Il était venu ici pour percer les mystères des fourmis, ces créatures minuscules qui régnaient en secret sur le monde. Armé d'une loupe et d'un appareil photo, il scruta le sol, là où une colonie de fourmis coupe-feuilles s'activait déjà à transporter d'énormes morceaux de feuilles vers leur nid souterrain. Harry s'accroupit lentement, posant ses mains sur le sol chaud de la forêt tropicale. Devant lui, un spectacle aussi minuscule que grandiose se déroulait sous ses yeux émerveillés. Une colonne de fourmis coupe-feuilles avançait en file indienne, transportant sur leur dos des morceaux de feuilles bien plus grands qu'elles. Chaque ouvrière portait sa charge avec une détermination implacable, comme si une mission sacrée les animait. Harry savait que les fourmis étaient bien plus que de simples insectes. Elles constituaient l'un des piliers de l'équilibre écologique terrestre, souvent invisible aux yeux des humains, mais omniprésentes dans le monde naturel. Leur histoire remontait à plus de 140 millions d'années, bien avant l'ère des dinosaures, et aujourd'hui, elles avaient conquis presque tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Les reines de l'adaptation. Si les fourmis avaient survécu aussi longtemps, c'était grâce à leur incroyable capacité d'adaptation. Il en existait plus de 12 000 espèces connues, et chacune avait développé une stratégie unique pour prospérer. Certaines vivaient dans les arbres, formant des nids en feuilles tissées. D'autres creusaient des galeries souterraines complexes, avec des chambres dédiées à l'élevage des larves, au stockage de nourriture et même à la ventilation. Les fourmis du désert, comme la Cataglyphis, avaient appris à résister aux températures extrêmes en se déplaçant uniquement aux heures les plus chaudes, là où leurs prédateurs étaient incapables de survivre. Harry observa la file de fourmis coupe-feuilles disparaître dans une ouverture sombre du sol. Et elle savait que sous ses pieds s'étendait une ville cachée, un royaume souterrain aussi organisé qu'une métropole humaine. Une cité sous terre. À l'intérieur de la fourmilière, la vie battait son plein. Contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ces insectes n'étaient pas de simples collecteurs de feuilles. Ils pratiquaient une forme d'agriculture miniature bien avant que l'homme n'invente l'agriculture. Les ouvrières découpaient des feuilles et les ramenaient au nid. Une fois dans les profondeurs, elles mastiquaient ces feuilles pour en faire une pâte végétale. Sur cette pâte, elles faisaient pousser un champignon spécifique qui servait de nourriture à toute la colonie. Harry sourit en pensant que, dans leur monde miniature, ces fourmis étaient de véritables fermières, cultivant leur propre nourriture avec une précision stupéfiante, une puissance invisible. En se redressant, Harry se demanda combien de fourmis pouvaient bien exister sur Terre. Il se rappela avoir lu une estimation qui lui avait donné le vertige. Près de 20 quadrillions de fourmis vivaient actuellement sur la planète, soit environ 2,5 millions de fourmis pour chaque être humain. Elles étaient si nombreuses et si bien organisées qu'on les appelait parfois la civilisation invisible. Individuellement, une fourmi semblait fragile et insignifiante, mais ensemble, elles formaient une force capable de déplacer des montagnes, de transformer des écosystèmes entiers et même de faire la guerre à d'autres colonies rivales. Harry se pencha à nouveau et observa une fourmi s'arrêter un instant, ses antennes frémissant alors qu'elle touchait l'une de ses congénères. Il savait qu'elle était en train d'échanger des informations via des signaux chimiques invisibles à l'œil humain, des phéromones, un langage complexe permettant de coordonner des milliers, voire des millions d'individus sans chef ni commandement centralisé. Il se passa une main dans les cheveux et soupira, impressionné. Leur empire s'étendait partout, sous terre, sur les troncs d'arbres, dans les feuilles mortes et même dans les maisons humaines. Elles régnaient en silence, invisibles mais omniprésentes. Les fourmis étaient bien plus qu'un simple insecte, elles étaient une force de la nature. Harry était fasciné. Plus il observait la fourmilière, plus il se rendait compte que ces créatures vivaient selon des règles d'une complexité qui défiait l'imagination humaine. Chaque fourmi semblait savoir exactement quoi faire, à quel moment et pour quelle raison. Il n'y avait ni chaos, ni hésitation, juste une organisation parfaite, réglée comme une horloge biologique ancestrale. Il s'approcha d'un monticule de terre, situé à l'entrée de la colonie. De minuscules tunnels reliaient différents niveaux sous le sol, formant un véritable labyrinthe souterrain. Chaque galerie avait un but précis, chaque chambre une fonction. Cette colonie n'était pas une simple assemblée d'individus, mais une véritable cité vivante. Une organisation hiérarchique impeccable. Dans ce royaume miniature, personne n'agissait par hasard. Harry savait que la société des fourmis était stratifiée en plusieurs castes où chaque individu jouait un rôle précis. La reine, le cœur battant de la colonie. Au fond du nid, dans une chambre spéciale, vivait la reine, un être massif comparé aux autres fourmis. Elle pouvait mesurer jusqu'à 100 fois la taille d'une ouvrière et vivait des dizaines d'années, un exploit incroyable pour un insecte. Son unique mission,
Pondre des œufs. Certains scientifiques avaient observé que certaines reines pouvaient pondre des milliers d'œufs par jour, assurant ainsi la survie de la colonie. Dans certaines espèces, elle était entourée de servantes, chargées de la nourrir, de la nettoyer et de s'occuper de sa précieuse descendance. Harry imagina cette immense matriarche, protégée par des dizaines de soldats, trônant au centre de son empire souterrain, sans jamais en sortir. Sans elle, la colonie s'éteindrait. Les ouvrières, les infatigables bâtisseuses. Les ouvrières formaient l'âme et le moteur de la fourmilière. Ce sont elles qui construisaient les tunnels, s'occupaient des larves, recherchaient de la nourriture et défendaient la colonie en cas de besoin. Elles faisaient tout. Harry observa une colonne d'ouvrières transportant de la nourriture vers l'entrée du nid. Certaines portaient des morceaux de feuilles, d'autres des graines ou des insectes morts. Chacune semblait savoir instinctivement où aller, sans donner ni recevoir d'ordre. Mais alors, comment communiquaient-elles? Ils le savaient. Elles utilisaient un langage chimique ultra développé, basé sur les phéromones. En déposant des traces invisibles sur le sol, elles indiquaient aux autres la direction de la nourriture, signalaient un danger ou donnaient des ordres précis. Les soldats, les protecteurs de l'ombre. À quelques centimètres de lui, Harry aperçut une fourmi bien plus imposante que les autres. Ses mandibules massives et son exosquelette renforcé ne laissaient aucun doute. C'était un soldat. Les soldats étaient les gardiens de la colonie, prêts à se sacrifier pour défendre leur reine et leur sœur. Chez certaines espèces, comme les fourmis légionnaires, ils formaient une ligne de défense impénétrable, bloquant l'entrée du nid avec leur propre corps. D'autres, comme les fourmis tortues céphalotes, utilisaient leur tête plate pour boucher les tunnels d'accès, empêchant tout intrus de pénétrer dans la fourmilière. Harry pensa aux batailles titanesques que ces créatures livraient sous terre, dans l'ombre. Un monde invisible, mais régi par des lois de guerre impitoyables. Les mâles, une existence éphémère. Contrairement aux ouvrières et aux soldats, les mâles n'avaient qu'un seul but dans la vie, s'accoupler avec la reine. Après l'accouplement, ils mouraient, leur mission accomplie. Harry trouvait cela fascinant. La société des fourmis était bâtie sur une règle simple mais implacable, seul l'intérêt de la colonie comptait. Il n'y avait pas de place pour l'individualisme, pas de révolte, pas d'ambition personnelle. Une société plus vieille que l'humanité. En remontant son regard vers la canopée, Harry se demanda si l'homme avait vraiment quelque chose à apprendre des fourmis. Elles existaient bien avant nous, avaient conquis presque tous les milieux et survivaient là où tant d'autres espèces avaient échoué. Leur société était stable, efficace et incroyablement résiliente. Si les humains disparaissaient demain, la Terre changerait. Mais si les fourmis disparaissaient, c'est tout l'écosystème qui en souffrirait. Harry eut un frisson. L'homme croyait dominer la planète, mais dans l'ombre, un empire silencieux régnait en maître depuis des millions d'années. Les guerrières de l'ombre. Un bruissement imperceptible fit frémir les feuilles mortes. Harry, toujours accroupi près de la fourmilière, sentit une étrange tension dans l'air. Il observa attentivement une colonne de fourmis soldats qui se déployait à la lisière du territoire. Quelque chose se préparait. Soudain, un mouvement rapide attira son regard. Un autre groupe de fourmis, légèrement plus petites mais tout aussi déterminées, avançait en formation serrée. Il n'y avait plus de doute, une guerre allait éclater. Les guerres invisibles. Les batailles de fourmis étaient rarement visibles pour l'œil humain, mais elles étaient parmi les plus meurtrières du règne animal. Chaque jour, des millions de fourmis mouraient dans ces affrontements, mais ces guerres n'étaient pas menées par ambition ou par haine. Elles étaient une question de survie, une lutte impitoyable pour la nourriture, le territoire et la domination. Harry savait que ces combats n'étaient pas le fruit du hasard. Chaque espèce avait sa propre stratégie, développée et perfectionnée au fil des millions d'années d'évolution. Les fourmis légionnaires, l'armée inarrêtable. Du coin de l'œil, Harry aperçut un groupe d'assaillantes surgir du sous-bois. Leur organisation était parfaite, comme une armée en marche. Il reconnut immédiatement les célèbres fourmis légionnaires, Esciton Burchelli, surnommées les fourmis guerrières. Ces créatures nomades ne construisaient pas de nid fixe. Elles avançaient en essaim massif de plusieurs centaines de milliers d'individus, balayant tout sur leur passage. Leur tactique était simple mais redoutable. Elles se répandaient comme une marée vivante, tuant et dévorant tout ce qu'elles trouvaient, des insectes aux petits vertébrés. Le plus impressionnant, c'était leur coordination militaire parfaite. Les éclaireuses partaient en avant pour repérer la cible. Les soldats, équipés de mandibules massives, formaient une première ligne d'attaque. Les ouvrières suivaient, récupérant les cadavres pour nourrir la colonie. Les scientifiques avaient étudié ces raids et avaient découvert que les fourmis légionnaires utilisaient des stratégies comparables à celles des armées humaines. Contournement des défenses ennemies, attaques éclairs, embuscades. Tout cela sans chef.
Les fourmis Atta, la résistance organisée. Face à cette marée implacable, la colonie attaquée n'était pas sans défense. Il s'agissait d'une puissante fourmilière de fourmis Atta, ces mêmes coupe-feuilles qu'Harry avait observées plus tôt. Les Atta n'étaient pas des guerrières aussi agressives que les légionnaires, mais elles savaient défendre leur territoire avec intelligence. Leur première ligne de défense était constituée de soldats à énormes mandibules, capables de sectionner en deux leurs adversaires d'un seul coup. Ensuite, venaient leurs armes secrètes. Certaines ouvrières plus petites grimpaient sur le dos des assaillantes et mordaient les articulations de leurs pattes, les paralysant petit à petit. Une technique cruelle, mais d'une efficacité redoutable. Le combat fut brutal. Harry vit les fourmis s'affronter sans relâche, leur corps s'emmêlant dans une tempête de mandibules et de pattes sectionnées. Certaines projetaient même un liquide acide, brûlant la carapace de leurs adversaires. L'acide formique, l'arme chimique des fourmis. Harry connaissait ce phénomène. Beaucoup de fourmis utilisaient des armes chimiques pour l'attaque ou la défense. Les fourmis rousses, par exemple, projetaient de l'acide formique, une substance corrosive capable de brûler les tissus et de repousser les prédateurs. D'autres espèces sécrétaient des toxines paralysantes, rendant leurs ennemis vulnérables en quelques secondes. Les humains avaient même commencé à s'inspirer de ces armes naturelles pour développer de nouveaux pesticides et antibiotiques, près que les fourmis étaient de véritables chimistes de la nature. Un combat sans pitié. Au bout de plusieurs minutes d'affrontement, les fourmis légionnaires, malgré leur puissance, commencèrent à battre en retraite. Les fourmis Atta avaient tenu bon, mais la victoire avait un prix. Des milliers de cadavres jonchaient le sol, formant un tapis de petits corps brisés. Harry savait que ces pertes ne signifieraient rien pour la colonie. Dès demain, de nouveaux œufs écloreraient, de nouvelles ouvrières prendraient la place des disparus, et la fourmilière continuerait son cycle éternel. Dans le monde des fourmis, la mort individuelle n'avait aucune importance. Seule la survie du groupe comptait. Un monde de conquérantes. Harry réfléchit un instant. Si les humains avaient toujours vu la guerre comme une tragédie, pour les fourmis, elle était un mode de vie. Certaines espèces n'existaient que grâce à la guerre. Les fourmis esclavagistes, par exemple, attaquaient d'autres colonies pour kidnapper leurs larves et les forcer à travailler pour elles. D'autres, comme les fourmis de feu, conquéraient les territoires en brûlant tout sur leur passage, propageant la peur et la destruction. Harry frissonna. Les fourmis étaient bien plus qu'un simple insecte insignifiant. Elles étaient des conquérantes invisibles, capables de régner sur les territoires entiers et de bâtir des empires silencieux, à l'ombre de la civilisation humaine. La guerre ne s'arrête jamais. Le silence retomba sur la forêt. Les fourmis survivantes ramassèrent les blessés, nettoyèrent les cadavres et reprirent leur routine comme si rien ne s'était passé. Pour elles, il n'y avait ni victoire ni défaite, seulement une continuation du cycle. Harry prit une grande inspiration et referma son carnet. Il venait d'assister à une bataille que personne ne verrait jamais, une guerre sans canon ni explosion, mais pourtant plus vieille que toutes celles de l'histoire humaine. Dans leur monde, la guerre ne s'arrêtait jamais. Conclusion du chapitre, un monde caché mais impitoyable. Ce chapitre plonge ton audience dans l'univers brutal et stratégique des guerres de fourmis. Il met en avant leur intelligence, leur coordination et leur capacité à survivre dans un monde régi par des lois implacables. Les architectes de l'invisible. Le soleil déclinait à l'horizon, peignant le ciel d'orangé et projetant de longues ombres sur la forêt. Harry, toujours fasciné par ses observations, s'attarda sur une fourmilière massive qui se dressait devant lui. Elle ressemblait à une simple colline de terre aux yeux des non-initiés, mais en réalité, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, un bâtiment vivant construit avec une précision digne des plus grands architectes humains. Il se pencha pour mieux voir. Des centaines de fourmis allaient et venaient, transportant des grains de sable et des morceaux de végétaux, élargissant sans relâche ces structures qui n'étaient que la partie émergée d'un empire souterrain. Une ville cachée sous terre. Si les hommes construisaient des gratte-ciel pour s'élever dans le ciel, les fourmis, elles, bâtissaient des cités sous terre, parfois à des profondeurs vertigineuses. Certaines espèces, comme les fourmis champignonistes Atta, construisaient des fourmilières de plus de 6 mètres de profondeur avec des galeries reliées par un réseau de tunnels élaborés. D'autres, comme les fourmis moissonneuses, créaient des chambres de stockage géantes capables d'entreposer des milliers de graines pour les périodes de famine. Les scientifiques avaient même coulé du béton liquide dans une fourmilière abandonnée pour en révéler la structure. Ce qu'ils avaient découvert était stupéfiant. Un réseau de tunnels aussi sophistiqué qu'une ville humaine, avec une ventilation naturelle, des zones de repos et des routes organisées pour la circulation. Harry se demanda comment ces petits insectes pouvaient-ils concevoir des architectures aussi avancées, sans plan ni outils? Les fourmis ne construisaient pas seulement des nids sous terre.
Certaines espèces avaient développé des techniques de construction fascinantes, adaptées aux environnements extrêmes où elles vivaient. Les fourmis tisserandes, des bâtisseuses aériennes. Dans la canopée, Harry aperçut un étrange amas de feuilles, suspendu entre deux branches. Ce n'était pas un nid d'oiseau, mais bien l'œuvre de fourmis tisserandes, Ecophylla. Ces fourmis n'utilisaient pas de terre pour construire. À la place, elles tissaient des feuilles ensemble en utilisant la soie produite par leurs larves comme un fil naturel. La construction était un travail collectif. Des ouvrières tiraient sur les feuilles avec leurs mandibules pour les rapprocher. D'autres passaient leurs larves de patte en patte, les pressant contre les feuilles pour qu'elles déposent leur soie. Peu à peu, une structure solide prenait forme, résistante aux intempéries et aux prédateurs. Harry fut impressionné. Cette technique de tissage, inventée bien avant l'homme, était un exemple parfait d'ingénierie biologique avancée. Les fourmis marines, des architectes de flotte. Mais le plus étonnant restait à venir. Certaines fourmis, comme les fourmis de feu, Solenopsis invicta, ne se contentaient pas de construire sur terre. Lors des inondations, ces fourmis formaient des radeaux vivants, en s'accrochant les unes aux autres avec leurs pattes et leurs mandibules. Elles flottaient ainsi pendant des semaines, dérivant jusqu'à retrouver la terre ferme. Des études avaient prouvé que ces radeaux n'étaient pas simplement un amas d'insectes. Les fourmis positionnaient les larves et la reine au centre, protégées de l'eau. Les ouvrières de la base changeaient régulièrement de place pour éviter de se noyer, permettant au radeau de rester stable. C'était une solution collective et intelligente, digne des plus grandes stratégies de survie du règne animal. Une ventilation naturelle. Harry savait aussi que certaines fourmis avaient perfectionné l'art de la régulation thermique. Les fourmis moissonneuses d'Afrique, par exemple, construisaient des monticules creusés de minuscules cheminées qui permettaient de faire circuler l'air frais dans les profondeurs du nid. Chez certaines espèces vivant dans les déserts brûlants, les ouvrières scellaient l'entrée du nid pendant la journée pour garder la fraîcheur et ne sortaient que la nuit pour travailler. Ces solutions étaient similaires au principe de la climatisation passive, une technique que certains architectes humains cherchaient à reproduire pour concevoir des bâtiments écologiques et économes en énergie. Un modèle pour l'humanité? Harry se releva lentement, réfléchissant à tout ce qu'il venait de voir. Les fourmis étaient-elles meilleures architectes que les humains? Elles construisaient des cités durables, organisées et parfaitement adaptées à leur environnement, sans jamais causer de pollution, sans gaspiller de matériaux et sans la moindre supervision centrale. Certaines recherches en bioinspiration suggéraient même que l'étude des fourmilières pouvait aider à repenser l'urbanisme humain, en créant des villes plus intelligentes où la circulation et la gestion des ressources seraient optimisées naturellement. Harry esquissa un sourire. L'humanité croyait tout inventer, mais dans l'ombre, les fourmis construisaient depuis des millions d'années, développant des solutions que nous commencions à peine à comprendre. Leur monde était invisible, mais leur génie était bien réel. Les sociétés parfaites. La fourmilière bourdonnait d'une activité incessante. Chaque individu semblait savoir exactement ce qu'il devait faire, comme s'il était guidé par une force invisible. Harry, assis près de l'entrée du nid, observait avec fascination. Les fourmis n'étaient pas de simples insectes. Elles formaient une civilisation miniature. Il prit son carnet et nota une question qui le hantait depuis le début de son étude. Comment ces créatures pouvaient-elles vivre en parfaite harmonie, sans chaos ni rébellion? Ce qu'il allait découvrir était à la fois fascinant et troublant. Contrairement aux humains, dont les sociétés sont marquées par des conflits et des inégalités, les fourmis fonctionnaient comme une entité unique, où chaque individu avait un rôle précis et inébranlable. La reine, l'impératrice silencieuse. Au cœur de la colonie vivait la reine, une créature imposante, souvent cachée dans les profondeurs du nid. Mais contrairement aux idées reçues, elle ne commandait pas la colonie. Elle n'avait ni pouvoir absolu ni stratégie militaire. Son rôle était uniquement biologique, pondre des milliers d'œufs pour assurer la survie de l'Empire. Certaines reines pouvaient vivre jusqu'à 30 ans, un record pour un insecte. Dans certaines espèces, comme chez les fourmis argentées du Sahara, il pouvait y avoir plusieurs reines, tandis que d'autres, comme les fourmis de feu, tuaient leur rival jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une seule. Les ouvrières, les invisibles qui font tout. Les véritables dirigeants de la colonie étaient les ouvrières. Elles étaient les plus nombreuses et formaient l'épine dorsale de la fourmilière. Chacune était programmée pour une tâche spécifique, selon son âge et ses capacités. Les nourricières, elles s'occupaient des larves de la reine. Les architectes, elles creusaient des galeries et réparaient le nid. Les butineuses, elles sortaient chercher de la nourriture. Les guerrières, elles protégeaient la colonie des envahisseurs. Ce système était si bien rodé que chaque ouvrière savait instinctivement quoi faire, sans recevoir d'ordre. Les soldats, les gardiens impitoyables.
Certaines fourmis avaient développé des soldats spécialisés, avec des mandibules surpuissantes et une carapace renforcée. Chez les fourmis moissonneuses, les soldats avaient des têtes énormes, capables d'écraser leurs ennemis. Les fourmis Dracula utilisaient une technique unique. Elles se nourrissaient du sang de leurs propres larves pour survivre. Mais ce qui impressionnait Harry, c'était leur discipline absolue. Ces guerrières n'abandonnaient jamais un combat, même si elles étaient en infériorité numérique. Une intelligence collective. Ce qui différenciait le plus les fourmis des autres animaux, c'était leur capacité à fonctionner comme un seul organisme. Elles n'avaient pas de chef, pas de lois écrites. Pourtant, elles coopéraient mieux que n'importe quelle civilisation humaine. Le pouvoir des phéromones. L'arme secrète des fourmis, c'était la communication chimique. Chaque fourmi laissait derrière elle une trace de phéromone, un message invisible qui guidait ses sœurs. Une phéromone d'alerte indiquait un danger. Une phéromone de piste montrait le chemin vers une source de nourriture. Une phéromone de reconnaissance permettait d'identifier les membres de la colonie. Grâce à ce langage chimique, une colonie de plusieurs millions d'individus pouvait fonctionner sans le moindre désordre. Une forme d'intelligence collective, les scientifiques avaient découvert que certaines espèces, comme les fourmis coupe-feuilles, étaient capables de prendre des décisions collectives complexes. Par exemple, si une fourmi trouvait une nouvelle source de nourriture, elle marquait le chemin avec des phéromones. Mais si une autre fourmi trouvait un meilleur chemin, alors la colonie ajustait automatiquement son trajet, optimisant son efficacité. C'était comme si la fourmilière elle-même était un cerveau géant, capable d'apprendre et de s'adapter en temps réel. L'altruisme absolu ou l'absence de liberté. Mais cette organisation parfaite avait un prix. Le sacrifice avant tout. Dans une colonie de fourmis, l'individu n'avait aucune importance. Une ouvrière blessée n'était jamais soignée. Elle était laissée pour morte. Les vieilles fourmis sortaient parfois volontairement du nid pour mourir loin de la colonie, évitant ainsi d'attirer les prédateurs. Lorsqu'une fourmilière était attaquée, certaines ouvrières se sacrifiaient en bloquant les tunnels pour ralentir l'ennemi. Dans ce monde, seul le groupe comptait. Une société idéale? Harry se demanda. Cette organisation parfaite était-elle enviable? Chez les humains, l'individualisme primait. Chacun avait des rêves, des ambitions, une liberté de choix. Mais chez les fourmis, il n'y avait ni rébellion, ni trahison, ni guerre civile. Chaque membre acceptait son rôle sans jamais remettre en question l'ordre établi. Dans une certaine mesure, elles avaient atteint l'utopie, au prix de leur individualité. Un modèle pour l'avenir? Harry referma son carnet et leva les yeux vers la fourmilière. Ces insectes existaient depuis plus de 100 millions d'années. Leur civilisation avait survécu aux dinosaures, au changement climatique et même à l'homme. Peut-être que, quelque part, les fourmis avaient trouvé la clé d'une société durable. Lui, en tant qu'humain, n'était qu'un spectateur. Mais il savait que, dans l'ombre, ces petites créatures continuaient leur œuvre inlassablement. Un monde où chacun connaissait sa place. Un monde sans révolte. Un monde d'une efficacité parfaite. Le monde des fourmis.